moins 7 morts, c'est le bilan d'une tempête de neige qui secoue le nord-est des États-Unis. La ville de Buffalo, la plus touchée, est en état d'urgence. Au Burkina Faso, la transition civile enclenchée, Isaac Zida appelle la communauté internationale et le peuple burkinabé à accompagner son gouvernement. Des avancées dans les négociations entre le gouvernement ivoirien et les militaires. Les deux parties se sont accordées sur la question des indemnités de logement et celle des avancements. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette édition que nous ouvrons par l'actualité internationale. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans une violente tempête de neige qui paralyse depuis quelques jours le nord-est des États-Unis. Plusieurs routes de la région sont bloquées par la neige. Des milliers d'Américains sont par ailleurs privés d'électricité à cause de cette tempête. L'hiver dicte ses lois aux États-Unis. Buffalo se trouve être l'une des villes les plus touchées par les tempêtes de neige qui secouent le nord-est des États-Unis. Par endroits, plus de 1,50 m de neige sont tombés en 24 heures. Sur les axes routiers, voitures et autobus sont bloqués par la neige. Des milliers d'Américains sont privés d'électricité et sont pour la plupart incapables de sortir de chez eux. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de New York dans une dizaine de comtés du nord-ouest. Il recommande par ailleurs aux habitants des régions affectées de ne pas prendre la route, la neige devant tomber davantage. On parle d'une tempête qui a déjà fait au moins 7 morts. Mercredi, de nombreuses routes restaient fermées, ainsi que des écoles et des centaines de commerces. Les personnels non essentiels des administrations locales ont été priés de rester chez eux dans les comtés où l'état d'urgence a été décrété. Enfin, des dizaines de vols ont été annulés à l'aéroport de Buffalo. Les autorités colombiennes cherchent les voies et moyens pour sortir de la crise d'insécurité qui secoue leur pays. Suite à l'enlèvement de 3 personnes dont le général Rubén Alzate, Bogotá exprime son désarroi. Pendant ce temps, le président colombien négocie avec les FARC pour obtenir la libération au plus tôt des otages. En Colombie, où un général a été capturé par la guérilla dimanche, le gouvernement et les FARC se sont accordés sur les conditions de libération dans les plus brefs délais. C'est à la Havane que l'annonce s'est faite par des diplomates cubains et norvégiens mercredi. Le président Juan Manuel Santos a dit toute sa volonté de faire aboutir les négociations avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ce discours précédait de quelques heures l'annonce de l'accord entre le gouvernement de Colombie et les FARC. Por eso, yo espero que este impasse que se ha presentado. J'espère que cette impasse dans les négociations à la Havane sera vite résolue. Nous voulons continuer les négociations pour mettre fin à ce conflit absurde, à cette guerre qui a fait saigner tous les Colombiens. Je savais que ce processus serait difficile. Beaucoup de gens m'avaient prévenu. Monsieur le Président, ne vous mettez pas dans ce processus, vous aurez de nombreux ennuis, vous traverserez des moments très durs. Je suis convaincu que la paix en Colombie, avec plus d'égalité et d'éducation, deviendra une réalité avec votre soutien à tous. Va a ser una realidad. Con el apoyo de todos ustedes. L'enlèvement du général Alzate, le plus haut gradé jamais capturé par les FARC, a mis en courroux Bogotá. Le général Rubén Alzate, le caporal Georges Rodriguez et une conseillère de l'armée Gloria Urrego avaient été capturés dimanche dans une zone rurale près de Quibdó, la capitale du Chocó, dans l'ouest de la Colombie. Environ 200 personnes se sont rassemblées à Bogotá mercredi en soutien au dialogue de paix et en faveur d'un cessez-le-feu bilatéral avec pour slogan « Qu'on suspende la guerre par le processus de paix ». Les recherches se sont poursuivies mercredi en Colombie afin de retrouver le général enlevé par les FARC avec l'espoir d'une prochaine libération pour relancer le processus de paix suspendu 2 années après son ouverture. Rappelons que Cuba et la Norvège sont médiateurs du processus de paix engagé à la Havane il y a 2 ans entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie.
À quelques semaines de sa participation au concours Miss Monde à Londres, Maria José Alvarado, Miss Honduras, son titre, a été tuée ainsi que sa grande sœur. La police soupçonne le fiancé de ce dernier d'être l'auteur de ce double meurtre. Alors qu'on l'attend à Londres pour participer au concours Miss Monde le 14 décembre, Maria José Alvarado, la Miss Honduras, son titre, a été retrouvée enterrée et sa sœur Sofia avec. La macabre découverte s'est faite mercredi sur les berges d'une rivière à proximité du Guatemala, dans l'ouest du Honduras. Âgées respectivement de 19 et 23 ans, les deux sœurs avaient disparu le 13 novembre. Elles auraient été tuées selon la police le soir même de leur enlèvement par le fiancé de Sofia à l'issue de sa propre fête d'anniversaire. Si le mobile du double meurtre demeure pour l'heure mystérieux, l'arme du crime a été retrouvée ainsi que le véhicule utilisé pour transporter les corps. D'autres personnes seraient impliquées dans cette affaire qui ternit davantage l'image du Honduras, un pays qui détient le record du monde du taux d'homicide avec 90,4 cas pour 100 000 habitants en 2012 selon l'ONU. Une information en bref, la France sous le choc. Le groupe État islamique a diffusé mercredi une nouvelle vidéo dans laquelle 3 de ses membres d'origine française demandent à leurs compatriotes d'attaquer la France par tous les moyens possibles. Ces 3 hommes, qui se faisaient appeler par des prénoms arabes, ont brûlé leur passeport français devant la caméra. Dans le même temps, Paris annonce de nouvelles frappes en Irak et un renforcement de son dispositif militaire porté de 9 à 15 bombardiers. L'accentuation de la présence française dans la coalition va de pair avec une prise de conscience accrue en France d'une forte implication de jeunes Français dans les rangs des djihadistes de l'État islamique. Plus d'1 millier de Français sont concernés par le phénomène djihadiste en Syrie, a reconnu mercredi le Premier ministre Manuel Valls. De son côté, Marine Le Pen, la présidente du Front National, assurait qu'ils étaient plutôt 4 000 Français. Un autre élément dans cette édition, cette fois-ci, l'actualité sur le continent africain. Au Burkina Faso, on attend la publication du gouvernement de transition. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui a été nommé hier Premier ministre, devrait former rapidement une équipe de 25 membres. Une équipe que le nouveau Premier ministre demande au peuple burkinabé et à la communauté internationale d'accompagner sans a priori. C'était lors de sa première déclaration officielle, dont voici un extrait. Ce choix est une marque de confiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et à l'endroit de ma modeste personne. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique à redonner confiance à notre peuple par notre ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. J'en appelle donc à l'ensemble de la communauté nationale sans exclusive, à la communauté internationale, aux partenaires et à tous les amis du Burkina Faso à nous accompagner sans a priori pour gagner le challenge d'une transition apaisée dans un environnement social sécurisé. Que pensent les Burkinabés de la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida comme Premier ministre du Burkina Faso? Nous vous laissons suivre leurs appréciations. Moi, je n'apprécie pas le fait que le colonel est positionné en tant que Premier ministre. Moi, particulièrement, je souhaiterais que le colonel vraiment s'écarte de tout ce qui est politique. C'est bien qu'il soit à la place du Premier ministre, mais honnêtement, si on le laissait à la place du ministre de la Défense, c'était encore plus mieux qu'à la place du Premier ministre. Comme il a déjà fait ses preuves durant les 15 jours, c'est bien. Bon, nous, on est là pour la paix et puis la stabilité. Voilà, c'est tout. On lui souhaite bon vent. Il faut un homme fort pour pouvoir quand même diriger. C'est un erreur encore, il faut diriger là. Donc, il faut un homme fort comme ça, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il n'a qu'à garder confiance. Il ne faut pas, il va nous trahir seulement. Sinon, il est propre.
Du Burkina Faso, rendons-nous en Côte d'Ivoire. Les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement et les soldats mutins qui réclament notamment de l'avancement et de meilleurs soldes. Hier, les négociations ont connu des avancées notables selon les deux parties. Reportage. Les militaires dans les rues, comme ce fut le cas en début de semaine, la scène, les Ivoiriens peuvent se dire bien derrière eux. 3 heures d'intenses discussions avec les délégués des militaires sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et déjà une évolution notable au sujet des indemnités de logement et des questions d'avancement. Le porte-parole des militaires, le caporal Inza Diabaté, se réjouit de la célérité observée dans le traitement des revendications, tout en souhaitant leur pleine satisfaction. Dans le rang de la population, on se dit avoir évité le pire de justesse. On a eu un peu peur, hein. Ça nous fait rappeler un peu ce qui s'est passé déjà en 2011. Donc il y avait un peu de panique. On aurait pu éviter cela. Ça veut dire que accepter leurs revendications et régler ça dans les casernes pour ne pas qu'ils soient pour effrayer encore la population. Passer le moment de frayeur, que ce soit à Abidjan, à Bouaké ou à Korogo, toutes des villes, théâtre du mouvement de révolte, la vie a repris son cours normal. Mais même si le calme est revenu, la vague de protestations survenue à moins d'un an du scrutin présidentiel inquiète plus d'un. Des dizaines de milliers de personnes fuyant les exactions de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria affluent au Cameroun voisin. La plupart se rendent au camp de Minawa dans le nord du pays, un camp qui peine de plus en plus à faire face à l'afflux de ces réfugiés. Ayouba est arrivé ici il y a près d'1 an, le jour de Noël. Accompagné de son épouse, il a fui la terreur des insurgés de Boko Haram qui a rasé son village dans le nord du Nigeria. Après des journées de marche, il s'est réfugié dans le camp de Minawao au Cameroun. Boko Haram est arrivé dans mon village et ils ont commencé à tuer tout le monde. Ils ont tué les membres de ma famille. Ils nous ont demandé de nous convertir à l'islam sous la menace de nous tuer, mais j'ai réussi à m'enfuir et je suis arrivé au Cameroun. Femmes, enfants, vieillards, ils sont plus de 5000 chaque semaine à franchir la frontière du Nigeria pour s'exiler au Cameroun. Mais ce camp peine à faire face aux nouveaux arrivants. Au départ 6000, ils sont désormais près de 17 000 à s'entasser dans ces tentes de fortune. Des conditions plus que précaires où les maladies se propagent. Beaucoup de personnes meurent. Quand ils arrivent, il n'y a pas de toilettes. Et les personnes font leurs besoins dehors. Les mouches transmettent les maladies. Les gens cuisinent et font leurs besoins dehors. C'est terrible. Les maladies se propagent et nous perdons beaucoup d'enfants. Des enfants au destin brisé. Manque de nourriture, de soins et de réconfort. Les enfants représentent plus de la moitié de la population du camp. Leur éducation est un véritable défi. Il n'y a pas de professeurs. Il y a 1500 élèves à l'école primaire et il y a seulement 6 professeurs. Comment peuvent-ils enseigner ? Ils ne sont pas capables d'éduquer nos enfants à moins d'avoir plus d'enseignants. L'ONU craint que l'afflux massif des réfugiés nigérians provoque une catastrophe humanitaire. Entre ces montagnes, sous un soleil de plomb, la crainte que Boko Haram envahisse la région hante tous les esprits. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika.